Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La fin des consultations entre autorités de transition et acteurs politiques en Guinée. Des consultations organisées durant toute une semaine en vue de préparer les assises qui doivent démarrer ce 22 mars. Assises qui seront ensuite suivies du dialogue national. Les funérailles nationales de l'ancien président zambien Rupia Banda, l'ex-chef de l'État, est décédé le 11 mars dernier des suites d'un cancer du côlon. Il avait 85 ans. Et puis le signe d'une amélioration de la situation épidémiologique au Gabon, les voyageurs internationaux ne sont désormais plus obligés de présenter un test PCR négatif à l'arrivée. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la reprise du pré-dialogue national tchadien. Après une suspension de 5 jours, les concertations ont repris à Doha, au Qatar, ce samedi. Des discussions qui réunissent autorités de transition et mouvements rebelles. Dès leur ouverture, le 13 mars, ces négociations avaient été écourtées après que le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad aient claqué la porte. Le FACT demandait notamment au Qatar de clarifier sa position de médiateur. Le pays hôte qui réclame désormais que les groupes politico-militaires nomment 10 délégués qui devront mener ces pourparlers. Problème, des sources indiquent qu'une liste de 30 délégués pourrait être soumise. L'heure est donc à la recherche de compromis. En Guinée, des concertations se sont tenues cette semaine entre autorités de transition et acteurs politiques. Le but, préparer les assises qui doivent s'ouvrir ce 22 mars avant le dialogue national. Un dialogue réclamé par la classe politique qui reproche à la junte un manque d'inclusion au sein du processus de transition. Roberto Bogbe. Avoir un cadre restreint où la vie des partis politiques, la société civile et les syndicats devraient être pris en compte, tel est le souhait de la classe politique de Guinée. Leurs revendications prises en compte s'est illustrée avec la participation aux travaux autour du ministre de l'administration du territoire qui les a reçus pour définir les termes d'un futur cadre de dialogue permanent. Il y a beaucoup d'activités à dérouler et qui prennent du temps. C'est pour cette raison que nous pensons que plus vite on se met au travail et qu'on ne passe pas tout son temps à faire des discussions oiseuses pour qu'on aille directement sur le fond des sujets et obtenir des documents de travail pour qu'on puisse faire la transition dans des délais raisonnables. Si la phase de transition semble avoir tardé à s'ouvrir à la classe politique, Mamadi Doumbouya, le président de la transition, ne compte pas pour autant l'en exclure. C'est ce qui ressort de son adresse à la nation lors du Nouvel An 2022. Pour le chef de l'État, il faut des gages de changement à même de diriger la Guinée vers une direction sans malversation. Nous laissons derrière nous la violence et l'arrogance. Derrière nous, la division et les dilapidations. La corruption et les exactions. Nous éteignons les tragiques flammes de ces moments de brutalité économique, financière et humaine. En renaissant de ces brûlantes cendres, c'est la sève nourricière de notre idéal commun, de refondation de notre État et de rectification de nos institutions. La classe politique souhaite désormais que l'un des partenaires de la Guinée, la CEDEAO par exemple, puisse participer au dialogue. Elle y voit un facilitateur qui va permettre d'harmoniser les positions de manière à ce qu'il en ressorte des conclusions respectées par les parties prenantes. En novembre 2021, le président de la transition avait refusé la nomination d'un envoyé spécial de la CEDEAO pour la Guinée. La Zambie a rendu ce vendredi un dernier hommage à l'ancien chef de l'État Rupia Banda. L'ex-dirigeant de ce pays d'Afrique australe s'est éteint le 11 mars dernier des suites d'un cancer du côlon. Il est resté 3 ans à la tête du pays, soit de 2008 à 2011. Un mandat court mais marqué notamment par une croissance économique. Son portrait avec Gladys Mamba. Rupia Banda conduit à sa dernière demeure. L'ancien chef de l'État zambien, décédé le 11 mars à l'âge de 85 ans des suites d'un cancer du côlon, a été inhumé le 18 mars à Lusaka. La mémoire du 4e président depuis l'indépendance de la Zambie a été honorée par une série d'hommages, dont celui de l'actuel président, présent à l'enterrement. Le président Banda, comme je l'ai dit hier, restera dans nos livres d'histoire comme un dirigeant distingué de notre pays. Vice-président depuis 2006, Rupia Banda est propulsé à la magistrature suprême en 2008 suite au décès du président Lévi Mwanawasa
Il se présente ensuite à l'élection présidentielle du 30 octobre de la même année, qu'il remporte sous les couleurs du Mouvement pour la démocratie multipartite MDM. Sous son mandat de 3 ans, l'économie zambienne est croissante, principalement grâce à la hausse des prix du cuivre et à l'essor des investissements chinois. Il poursuivra les chantiers entamés par son prédécesseur en construisant des routes, des hôpitaux et des écoles, une philanthropie que lui reconnaît sa famille. Il n'avait pas peur de montrer et d'exprimer son amour. Nos adieux, que ce soit au téléphone ou en personne, étaient souvent ponctués d'un « je t'aime » et ce fut d'ailleurs davantage le cas dans les dernières étapes de sa vie. Il nous a laissé, sachez qu'il n'y a pas de honte à montrer de l'amour ou des larmes. Mais malgré ses prouesses sur le plan économique, Rupia Banda sera battu à l'élection présidentielle de 2011. En 2013, privé de son immunité présidentielle, Rupia Banda est poursuivi pour corruption et blanchiment d'argent, un chef d'accusation contre lequel il plaide non coupable. Il sera finalement acquitté en 2015. L'actualité, c'est aussi ce message d'alerte de plusieurs organisations non gouvernementales relatif à la préparation des futures élections prévues pour 2023 en République démocratique du Congo. Elles sont au total 62 à avoir lancé ce 18 mars un signal d'alarme adressé aux autorités congolaises. Sur cette liste figure notamment le mouvement Filimbi qui, par la voix de l'un de ses membres, indique avoir perçu, je cite, des signaux clairs qui démontrent que les élections en préparation risquent d'être bâclées, chaotiques. Même constat du côté de la Ligue nationale pour des élections libres et transparentes qui estime que la préparation des élections accuse déjà un retard de 12 mois. Dans une déclaration commune, ces ONG ont donc exhorté le gouvernement et la communauté internationale à agir en veillant à ce que ces prochains scrutins soient libres, inclusifs, transparents et démocratiques. Et face à ces inquiétudes autour du calendrier électoral, écoutons l'analyse du journaliste et analyste politique congolais Kerwin Maizo. Les ONG ont raison de tirer la sonnette d'alarme quant à l'organisation des élections parce que, à regarder la situation telle qu'elle se présente, le décor est planté pour que les élections ne puissent pas avoir lieu dans les délais. D'abord, il faut signaler la feuille de route présentée par M. Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui va au-delà du délai constitutionnel qui dit que les élections doivent avoir lieu 90 jours avant la fin du mandat, autrement dit vers le 30 septembre par là. Or, la feuille de route va au-delà. Ensuite, le président de la CENI a dit à la télévision que la CENI n'avait pas de frais de fonctionnement et que l'argent pour l'organisation des élections n'avait pas encore été disponibilisé par le gouvernement. Ajoutez à cela les retards qu'accuse le Parlement dans la mise en place de toute l'ossature législative pour l'organisation des élections, ainsi que les conflits et les contestations au niveau de la classe politique. Le décor est vraiment planté pour que les élections ne puissent pas avoir lieu dans les délais. Autrement dit, un glissement. L'actualité, c'est aussi cet accord de coopération entre le Soudan et le Soudan du Sud, un accord relatif à leurs frontières communes. Le chef de l'État sud-soudanais, Salva Kiir, et le président du Conseil souverain soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, ont accordé leur violon sur, je cite, un modèle de paix par le développement des gisements pétroliers inutilisés. Ce sont les mots du ministre sud-soudanais des Affaires étrangères, Maïk Aïdeng, l'homme d'État qui a par ailleurs assuré que les deux voisins entendent de relancer une coopération économique, politique et culturelle. 750 millions de dollars pour assurer la relance de l'économie nationale. C'est le montant accordé par la Banque mondiale au profit du Kenya. Selon un communiqué de l'institution paru ce 16 mars, cette enveloppe permettra de renforcer la viabilité budgétaire grâce à des réformes contribuant à une plus grande transparence et à la lutte contre la corruption. Joël Ballot. Dans le cadre du programme Development Policy Operation, la Banque mondiale a débloqué une deuxième ligne de crédit de 750 millions de dollars au Kenya en soutien à la reprise économique post-Covid. Cet apport financier vise à réduire les pressions budgétaires en rendant les dépenses publiques plus efficaces et transparentes. Les réformes du gouvernement soutenues par le DPO contribuent à réduire les pressions budgétaires en rendant les dépenses publiques plus efficaces et transparentes et en réduisant les coûts et les risques budgétaires des principales entités publiques.
Avec ce deuxième financement, le Kenya devrait mettre en œuvre des réformes telles que l'investissement dans l'énergie verte et la construction de structures de gouvernance. Rappelons que ce financement qui a débuté en 2020 vient fournir au Kenya une option de financement budgétaire à faible coût tout en procédant à des réformes institutionnelles et politiques afin de réduire les risques de corruption. Le Kenya devrait compter sur ses propres ressources budgétaires et sur ses propres économies parce que 750 millions de dollars pour un pays comme le Kenya, c'est insignifiant. Il faudra que le Kenya compte sur ses propres forces, financièrement, économiquement, industriellement, touristiquement. Le Kenya en a les capacités. Il faudra une rigueur budgétaire. Aussi, essayer de pallier, par exemple, au manque d'infrastructures qui pénalise beaucoup l'industrie kenyane. La facilité ODP va aider le Kenya à maintenir sa forte performance de croissance économique et d'orienter vers un développement inclusif et vert. Pour rappel, le Kenya a déjà reçu son 4e prêt de la facilité Opération de politique de développement, portant le montant total emprunté à 3,25 milliards de dollars. Bonne nouvelle pour les voyageurs internationaux souhaitant se rendre au Gabon. Ils sont désormais exemptés de présenter un test PCR négatif à l'arrivée. Une mesure qui concorde avec la levée des principales restrictions anti-Covid annoncées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba le 9 mars dernier. Les détails avec Samantha Sabiro-Sabibonga. Suppression du test PCR négatif exigé à l'embarquement au Gabon. L'obligation pour les voyageurs en provenance de l'étranger de présenter un test PCR négatif dès leur arrivée à Libreville vient d'être levée. Une annonce faite par le porte-parole du gouvernement gabonais, Alain-Claude Bilibinze, via son compte Twitter jeudi 16 mars 2022. Oui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le Gabon est parti d'une extrême à une autre. C'était, n'est-ce pas, pendant la période Covid, le pays qui présentait les charges les plus élevées pour les passagers en termes de paiement, de tests Covid et tout ce qu'il y avait comme mesures contraignantes. Et aujourd'hui, on peut dire en période post-Covid, le Gabon a donc allégé ces mesures, passant évidemment pour un pays qui aujourd'hui présente les meilleures opportunités d'entrée parce qu'il n'y a plus trop de contraintes sanitaires aussi bien à l'arrivée comme au départ, ce qui pour moi est une avancée significative. En d'autres termes, les compagnies aériennes à destination du Gabon peuvent désormais embarquer des passagers sans qu'il leur soit exigé de présenter un test négatif du coronavirus. Cette mesure d'assouplissement rejoint d'autres levées concernant notamment l'obligation d'isolement dans un établissement hôtelier. Maintenant, il s'agit de savoir est-ce que les autorités gabonaises vont maintenir le cap à ce niveau ou alors à la moindre incartade ou secousse pandémique, est-ce qu'elles ne vont pas à nouveau donc replonger les passagers et même les Gabonais dans des situations de contrainte de pass sanitaire. Avant la levée de cette mesure, les passagers devaient se soumettre à un test PCR de la Covid-19 à la descente d'avion. Ce test était payant au prix de 20 000 francs CFA. Depuis le 10 mars 2022, l'état d'urgence sanitaire a été levé au Gabon en même temps que le couvre-feu. Dans le reste de l'actualité, après plusieurs reports, les dates des 9e Jeux de la francophonie sont enfin connues. Ils se dérouleront du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Rappelons que c'était initialement en 2021 que la République démocratique du Congo devait abriter ces Jeux, mais l'avènement du coronavirus est venu bousculer l'organisation de cet événement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.